slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mais en toute rationalité, comme je pense que les Congolais se feront les devoirs aussi des lettres, il a essayé de faire la différence. Jusqu'ici, son bilan n'appelle pas, en tout cas, à un débat au regard de prouesses qu'il a réalisées et les prouesses qu'il entend davantage réaliser par rapport à ce qu'a été les secteurs de sport bien avant. Nous savons tous que le sport est multidisciplinaire. Dans le sport, on a le football, on a le basketball, on a le handball, on a le catch, on a beaucoup de disciplines. Dans la plupart des cas, avec les prédécesseurs du génie blanc, comme le Congolais aime l'appeler, nous avons plus entendu une discipline exceller et à un moment donné même aussi s'éteindre. C'était le football. Nous avons vu que le football s'est comporté très bien à un certain niveau, mais après, il y a eu une extinction carrément avec presque la disparition de compétitions locales, notamment la Linafoot. Ce qui fait que lorsqu'il est arrivé, encore qu'il venait déjà de faire preuve de beaucoup de prouesses dans d'autres secteurs, notamment les pestés et les hydrocarbures, cette fois-ci, il venait avec un regard bien fixe comme quelqu'un qui s'y connaît déjà parce qu'il n'avait plus, il n'était plus vu comme un néophyte comme ce fut le cas lorsqu'il arrivait aux hydrocarbures. Il a posé le jalon, il a défini sa vision du sport. Nous avons eu une organisation de la compétition de handball ici à Kinshasa, bien sûr au Stade des Martyrs. C'était hors du pair parce que même ceux qui ont participé ont témoigné favorablement à cette organisation. Et jusqu'ici, toutes les disciplines du sport congolais évoluent très bien. D'ailleurs, depuis que nous avons grandi, nous autres, Dodo, toi et moi,
Nous n'avons pas vu l'équipe nationale, les Léopards Senior Football, se qualifier en toute simplicité comme c'était le cas cette fois-ci. Nous avons toujours participé à des calculs qui intégraient même des formules mathématiques compliquées pour voir les Léopards se qualifier. Mais pour la première fois, d'aucuns diront c'est pas lui le joueur, les autres diront c'est pas lui le coach, mais tout part d'une impulsion. Exactement. Alors il a donné l'impulsion, il a défini une vision claire, ça a apporté une motivation de la part aussi bien des joueurs que du coach. Nous avons les résultats. Nous pensons vraiment des bons augures que des gens comme ça sont bien utiles pour voir le Congo que nous rêvons, pouvoir se réaliser encore dans la vision du chef de l'État. Il faudrait qu'il y ait des gens, des lieutenants qui sont en train de marcher au parfum évidemment de ses ambitions et même aussi de ses engagements repris dans les 6 axes prioritaires définis comme vision quinquennale du président de la République. Alors, Monsieur Cédric, la RDC, avant d'entrer dans les profondeurs, comment jugez-vous la gouvernance de la République démocratique du Congo? Je tiens cette opportunité pour évaluer. Avant d'y arriver, je parle en général. En général, bien sûr. La gouvernance de la République, à la différence d'hier. Exactement. Quand je parle d'hier, ça veut dire les régimes qui ont précédé, celui du président de la République, où vous aviez plus les hommes forts que les institutions fortes. Et ces hommes forts étaient assis sur les systèmes despotiques avec une tyrannie définie sur une sorte de répression, une dictature sans partage, la corruption, le détournement des deniers publics. Alors, les enfants congolais n'apprenaient que leur richesse sur le cahier. Dans les syllabus, on leur disait qu'ils sont un scandale zoologique, qu'ils habitent sur un sol mieux loti par la nature. Cependant, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. D'autres, et la plupart d'ailleurs, n'avaient pas accès à l'école, à l'éducation. Alors, pour le cas de la RDC, ce qui restait, c'était d'abord une vision politique, mais également une volonté. Les chaînons manquants des régimes précédents, Tshisekedi l'a fait. Alors, la gouvernance, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, elle est au bon fixe, elle est au top. Je ne peux pas me permettre d'être triomphaliste, mais je me dis que Tshisekedi nous a sorti la tête de ces trous noirs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aspirer évidemment à un Congo de rêve, justement parce qu'il nous a donné des institutions fortes, mais également légitimes. Nous sommes en train d'organiser le pays à l'instar de notre hymne national pour léguer à notre postérité un serment de liberté. Et donc voilà, puisque c'est un travail qui appelle à la mobilisation de tous les Congolais derrière les institutions, je pense qu'en termes de changement aujourd'hui, les avancées sont très significatives en termes de cette gouvernance, de la gestion du pays. Et des bons augures, nous sommes rassurés d'avoir un Congo de rêve demain. Les avancées sont très significatives. Actuellement, on parle de réforme constitutionnelle au pays. Vous êtes pour la révision, le changement de la Constitution. Car les autres parlent de l'opportunité, vu que le moment n'est pas opportun. Non, je ne sais pas. Le moment n'est pas opportun ou non opportun. C'est ça d'ailleurs l'essence de la démocratie. Il faudrait bien sûr que nous donnions une vitalité à cette démocratie. Mais je pense plus qu'il faudrait que nous laissions un peu nos intérêts sélectifs, mais que nous penchions plus aux intérêts collectifs. Exactement. Et que nous restions le plus objectifs possible. Les questions qui conditionnent l'avenir d'un pays ne peuvent pas avoir une coloration politique. Lorsqu'on parle d'une réforme constitutionnelle, c'est au regard des limites qu'a fait preuve notre Constitution qui, franchement, est en train de se révéler désuète au regard de beaucoup de réalités, même encore de plusieurs aspirations du peuple congolais. Se pose bien entendu un problème d'applicabilité de certaines dispositions, pas à cause des individus, mais au regard de l'inadéquation entre la réalité et les lois de la République. Voilà pourquoi le garant du bon fonctionnement des institutions ayant fait face à cela, lui qui a les manettes, et lui qui aspire évidemment à donner au Congo un héritage. L'héritage, c'est un État fort. Il a proposé une réforme constitutionnelle. Le parti Autre Vision du Congo s'était exprimé par rapport à cette question et a même aussi précisé qu'il ne s'agit pas que de dire une réforme constitutionnelle, mais lui, il a parlé d'un changement de la Constitution au regard des goulots d'étranglement, notamment érigés par la disposition, ou même encore les dispositions dites verrouillées, alors qu'ils doivent évidemment être déverrouillés au bien du peuple congolais. Donc on peut bien entendu penser plutôt au changement de la Constitution, puisque le bien-être du Congolais finalement n'est pas une grâce, c'est un droit. Alors puisque c'est un droit, il faudrait que nous fassions pleinement de choses qui rentrent dans les cadres de ces bien-être, et sans qu'il y ait bien entendu des couacs ou même encore des restrictions, à l'instar de plusieurs dispositions que la Constitution énumère comme étant intangibles. Voilà pourquoi nous,
autre vision du Congo, excluant toute ambition politique, par exemple, de maintenir le pouvoir de Félix Tshisekedi pendant je ne sais combien d'années. Nous savons que Tshisekedi est issu d'un combat démocratique. Il est un démocrate qui pense évidemment se conformer aux lois de la République. Le plus important pour lui, c'est ce qu'il fait pendant son temps. La durée du mandat, ce n'est pas le problème, même parce que même si c'était de 2 jours, le plus important, c'est de faire ce qu'on peut faire dans les 2 jours. Mais la nécessité dans ça, c'est ce qu'on donne à la postérité, le serment dont je parlais ici. Et pour quel intérêt voudrait-il changer la Constitution? Mais l'intérêt, c'est la création d'un État adéquat, évidemment, aux aspirations du pays par rapport à sa réalité. J'ai dit ici d'abord que nous avons une constitution qui mimique les aspirations des belligérants. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se sont mis en place pour réfléchir plus de leurs intérêts plutôt qu'à ceux de la République. Et cette constitution a été portée par des gens qui n'avaient aucune légitimité du peuple. Comment voulez-vous avoir une constitution légitime alors qu'elle est pondue par des gens qui n'ont aucune légitimité? Trouvez-vous vous-même l'erreur? Alors maintenant qu'il y a 2 temps différents, ça veut dire le temps de la guerre où il y avait des belligérants et le temps de la légitimité où il y a les institutions légitimes mais qui continuent à se référer à des lois qui pourtant étaient mises en place par rapport aux intérêts des belligérants. On est bloqué là parce que là, normalement, les institutions ne savent pas se conformer aux aspirations d'un peuple qui veut se voir aller de l'avant au regard de sa richesse. Voilà pourquoi les chefs d'État, considérant cela comme un blocage, lisez par exemple, à titre illustratif, faites une lecture combinée de l'article 13 de la Constitution, l'article 14 de la Constitution et puis l'article 78 de la Constitution. Vous voyez que Dodo, avec toute l'intelligence que vous avez, la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi, mais si seulement Dodo, par ses convictions politiques, n'appartient pas à la majorité, elle ne peut pas non plus diriger à quelque niveau soit-il. Ça veut dire, elle ne peut pas être Premier ministre, elle ne peut pas être membre du gouvernement, elle ne peut pas être mandataire, justement parce que ceux-ci deviennent l'apanage de ce qui constitue la classe qu'on appelle mouvance, ce qui est une égalité prohibée par la même Constitution. Voulez-vous que nous évoluions dans cette inadéquation, dans cette incongruité, si je peux ainsi l'appeler? Je pense que c'est une contradiction qui appelle évidemment à ce que nous puissions nous mettre ensemble, réfléchir sur bien des questions en plus de celles-ci qui justifieront évidemment cette Alors, réforme. donc on dise, parce qu'il a étant avoir le goût, ce sentiment de diriger la nation, le pays, c'est pas une façon pour lui de briguer un autre mandat en ce sens-là. Je pense que Tshisekedi, moi je ne saurais pas dire plus que ce que lui-même a dit, mais le scientifique parle des indicateurs, les médecins parlent des symptômes et les chrétiens parlent des signes. Et je pense que Tshisekedi n'a pas donné les signes jusqu'ici qui appellerait à un scepticisme. Kabila l'a fait à son temps. Nous avons vu les gens mourir en 2015 ici, puisqu'ils ont manifesté par rapport à l'article 8 de la loi électorale, qui manifestement voulait ne pas organiser les élections. Ça veut dire que Kabila voulait se maintenir. Souvenez-vous d'ailleurs, un de ses collaborateurs, Moïse Katumbi, avait parlé des 3e faux penalty. Ça veut dire que les intentions de se maintenir au pouvoir étaient manifestes. Et Tshisekedi, lui, l'a dit, il n'a pas attendu que les gens puissent s'inquiéter autour de la question. Il a dit, mon souci n'est pas de demeurer au pouvoir. Mon souci, c'est de réformer pour laisser le train sur le rail. Alors, quoi de plus normal que de croire à la parole, puisque Kabila n'était pas en mesure de donner cette parole. Je pense que nous ne pouvons que croire à ça, puisque personne ne sait lire les cœurs des gens. Vous êtes politique. Le 20 janvier 2025, le chef de l'État a totalisé une année de son 2e mandat. Quel bilan à mi-parcours pouvez-vous faire? Il y a des indicateurs positifs? Si oui, lesquels? Une réélection, symbole d'un engagement populaire et d'un peuple totalement dévoué, regardant vers son avenir. Et le chef de l'État avait parlé de la consolidation des acquis. Y avait-il des acquis? Oui, il y avait des acquis qu'il fallait consolider. Je voudrais bien sûr ici dire, avant que nous puissions parler de l'état des lieux, on devait évaluer ces acquis si nous sommes toujours dans le cadre de cette consolidation ou bien si nous nous en sommes écartés. Oui, les acquis, il y en avait qui avaient justifié la réélection du chef de l'État parce que déjà les gouvernements Sama, avec un bilan, c'est vrai, mitigé, vous avez quand même laissé déjà sur le rail, notamment sur le plan des finances publiques, avec un certain ministre Nicolas Kazadi, qui avait fait beaucoup de prouesses dans ces secteurs. Il y avait des secteurs qui avaient mieux évolué. Nous avons eu la gratuité aussi bien de la maternité que de l'éducation. Il y a eu le PDL 145 territoires. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un soubassement qui avait à consolider. En plus de ça,
Sur le plan de la sécurité, vous avez vu les velléités expansionnistes de nos ennemis qui faisaient croire évidemment qu'on n'arriverait même pas aux élections. Il y aurait éviction du régime. Ça n'a pas été le cas grâce à la bravoure de nos forces armées, bien entendu aussi, de l'engagement du commandant suprême. Déjà une année, depuis le 20, après sa réélection, je pense que nous sommes dans cette logique de la consolidation des acquis parce qu'aujourd'hui, les finances publiques sont en train de réaliser des performances au parfum évidemment des celles héritées du gouvernement Sama. Aujourd'hui encore, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Plus de 6 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. Plus de 6 millions, c'est la capacité... Cette gratuité qui n'est pas bien assise, en fait, ça tâtonne. Je ne sais pas quand vous dites tâtonner alors que moi je parle de 6 millions. Je ne sais pas, moi je suis dans les chiffres, vous parlez de tâtonner. Quel est l'indicateur de ces tâtonnements? Puisqu'ici, il y a 6 millions d'enfants qui hier n'étudiaient pas, qui étaient des potentiels candidats Koulouna. Mais la gratuité de l'enseignement a mis fin à ces phénomènes parce que ces enfants ont été remis sur le rail, notamment repris dans les systèmes scolaires. Ça, c'est les chiffres. Plus de 6 millions, ça veut dire plus que la population du Gabon. Vous voyez, ces enfants auraient pris les chemins de l'école. Vous avez les réformes économiques apportées, ou encore un secteur tenu des mains de maître. Nous avons des réformes aujourd'hui visant le bien-être du Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan social, nous avons la réduction du prix de carburant avec comme conséquence la baisse du prix de transport. En dépit, évidemment, du chantage que les chauffeurs ont voulu faire, ils se sont conformés. Aujourd'hui, les Congolais peuvent circuler avec un prix raisonnable sur le plan du transport. L'impact de cela, c'est sur le prix de biens parce que la production ou même encore la consommation est sujette au prix du transport dont l'âme, c'est le carburant. Donc le ministre de l'économie a su frapper là où il fallait. Ça, c'est sur le plan social. Ça veut dire que nous avons un secteur de l'économie qui est en train de se réformer avec l'ambition même aussi de mettre fin à cette dépendance, ça veut dire à cette extraversion, puisque aujourd'hui, nous consommons plus de 80% des biens importés, alors que le chef de l'État a appelé à un investissement dans un secteur, dans le secteur de l'agriculture, de manière à ce que nous puissions nous autosuffire sur le plan interne ou même encore mettre à profit nos terres arables qui sont à mesure de nourrir. Quelque chose qui prendra du temps. En économie, il faut toujours savoir que nous avons des réformes conjoncturelles et des réformes structurelles. Une réforme qui tend à changer les systèmes qui a trop longtemps duré, c'est une réforme structurelle et ça va avec le temps. Le plus important, c'est que nous puissions arriver à l'objectif. L'objectif serait que nous puissions mettre à profit nos acquis, notamment en terres de superficie, terres arables qui ne doivent pas rester qu'une littérature. Nous sommes en train de les vivre aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer vers cela. Ce sont les éléments très importants qui rentrent dans le bilan de la première année du président de la République. Et sur le plan de la justice, n'en parlons pas. Vous avez vu que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui une justice moins dépendante qu'il y avait hier. Nous avions une justice qui était sur le commande du pouvoir, mais également une justice qui était plus un instrument de répression politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des réformes qui rentrent dans le cadre de la démocratie sous-tendant la séparation du pouvoir. Ce sont des signes très importants qu'il faille signifier à la population dans le cadre du mandat du président de la République, bien sûr, de la première année en cours. Donc le bilan mi-parcours du chef d'État dans tous les secteurs, nous venons d'évoquer ici les secteurs de sport et loisirs, ou bien, puisque nous parlons du bilan, est bien louable, mais également nous demandons, nous souhaitons que cela puisse être la préoccupation de tous les animateurs, de tous les secteurs, ça veut dire membres du gouvernement, de manière à ce que le chef de l'État qui a illustré sa vision dans les 6 axes prioritaires, parmi lesquels la protection du pouvoir d'achat ou même encore la situation sécuritaire, que ces gens qui sont impliqués dans la gestion de ceci puissent s'inscrire dans cette logique de manière à ce que, à la sortie de ces mandats, que le peuple congolais puisse chanter un cantique nouveau. Mais la population, plusieurs, déplorent un peu la manière, le suivi de la chose. On sait qu'au niveau du gouvernement, oui, et certes, je prends justement le cas récemment du transport, la grille tarifaire contestée par les chauffeurs. Mais est-ce qu'à chaque fois que le gouvernement donne une décision quelconque, il y a un peu une négligence de la part du suivi? Non, le problème, ce n'est pas le chantage que nous avons observé avec les chauffeurs. Ils étaient habitués d'une certaine manière à une sorte de faiblesse de l'État. Même pas de la faiblesse de l'État, mais même aussi de l'inexistence de l'État. Depuis la nuit de temps, toi et moi savons que les prix sont restés statiques, vous voyez, ou même encore rigides à la baisse.
Vous voyez? Alors, assez souvent, lorsque vous partez d'un prix X à un prix X plus 1, à la volonté des opérateurs, c'est toujours difficile que vous puissiez revenir à la normale. C'est ce qui fait qu'en dépit de la baisse du prix des carburants, les chauffeurs, eux, voulaient maintenir leur prix, alors que le secteur des transports est réglementé. Cette fois-ci, l'État a tapé du poing sur la table. En dépit du chantage qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. Le prix a été remis à la normale. Et il faut souligner chaque fois qu'on parle du prix de carburant, prix de transport, ce sont les éléments définissant le prix des biens sur le marché. Parce que le prix de vente, il faut toujours rappeler que c'est égal au prix d'achat plus les frais d'achat. Dans les frais d'achat, l'élément déterminant, c'est le transport. Lorsque le prix des transports baisse sensiblement, comme c'est le cas, la conséquence, c'est que le prix des denrées sur le marché doit également baisser. Donc, les jours à venir, le peuple congolais vivra une stabilité sociale par rapport à la vision du gouvernement, mais encore l'implication du président de la République dans l'engagement qu'il a eu personnellement pour la stabilisation du social. Ce sera quelque chose de bénéfice pour la population. Puisque vous avez évoqué l'insécurité, le Rwanda, principal agresseur de la RDC, c'est connu de tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour en finir définitivement avec la guerre, surtout dans les provinces de l'Est du pays? Qu'est-ce qu'il faut? Madame, nous avons suivi sur les antennes locales la déclaration du gouverneur du Sud Kivu. Ouais. Finir la guerre, l'agression, parce qu'il y a l'agression, en même temps une sorte de trahison, parce qu'ils appellent ça rébellion, je ne sais pas. AFC qui fait allégeance au M23, M23 qui est un agresseur. Donc de l'intérieur, nous avons des ennemis, tout comme de l'extérieur. Alors, de la même façon que nous avons des ennemis de l'intérieur, visiblement connus, expressement nommés, ça veut dire Kabila et sa bande, l'AFC, Nanga et consorts, se sont ralliés, ont fait allégeance à l'agresseur, le M23. Là, nous savons déjà que les ennemis de la République sont ceux-là. Mais il y a aussi des ennemis non connus, voilà. Non exprimés. Ceux qui sont en train de faire juste une infiltration. Parce que vous voyez que lorsque vous avez Minova qui tombe comme ça, donc dès l'intérieur, il y a la trahison. Il y a la trahison de l'intérieur, ce qui fait que nous puissions une fois de plus appeler le chef de l'État à prendre les bâtons du pèlerin et à frapper sérieusement. Il a apporté des réformes très importantes dans l'appareil sécuritaire récemment, mais qu'il faille encore qu'il voit très bien ce qui est en train de se passer à l'Est, parce qu'il y a des forces négatives non exprimées dans l'appareil sécuritaire ou peut-être encore dans nos services, je ne sais pas moi, des services sécurité, des services renseignement, on ne sait pas, mais nous nous posons juste la question à quel niveau il y a trahison. C'est ça le S'il faudrait que nous soyons efficaces, il faudrait que nous parvenions à exfiltrer notre armée, puisqu'il y a eu un travail de plusieurs années d'infiltration avec Joseph Kabila. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Et qui continue même avec ça veut dire, ça ne continue pas. Ce sont les éléments qu'il a laissés, mais qu'il faille dénicher. C'est ça qui était l'enjeu du président de la République sur le plan de la sécurité. C'était l'exfiltration, puisqu'on avait une armée et les services de sécurité infiltrés. Nous voyons que la trahison continue. Ça veut dire qu'il se pose encore un problème d'infiltration dans nos services de sécurité, dans l'armée. C'est là d'ailleurs que nous invitons le président de la République, une fois de plus, à faire un nettoyage. Si nous voulons avoir une armée forte, une armée dissuasive, capable de faire taire les armes des ennemis à l'est de la République, il faudrait déjà que nous commencions par être forts. Ça, c'est le premier volet de ma réponse à votre préoccupation. Mais le second volet, c'est vrai que la communauté internationale, puisque nous savons que c'est une guerre qui a plusieurs implications. C'est devenu une guerre, c'est vrai, économique, mais en même temps diplomatique, parce qu'il y a des implications d'autres pays derrière. Nous demandons à la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, aux États-Unis, à l'Union européenne, même aussi à l'Union africaine, de pouvoir adopter des sanctions graves et sévères contre le Rwanda, puisque l'ennemi du Congo, l'agresseur qui se cache derrière le M23, n'est même plus aujourd'hui caché. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la communauté internationale attend? Et n'est-elle pas les mêmes impliquées dans ça, la communauté internationale? La meilleure manière pour elle de s'en dédouaner serait effectivement de faire ce que nous lui demandons. C'est d'adopter des sanctions graves contre le Rwanda par rapport à l'agression d'un État indépendant que nous sommes. Alors, si
la communauté internationale ne sait pas les faire, ça sera bien sûr des éléments indiquant l'implication de celle-ci dans cette agression. Ce qui fait que nous devons travailler, nous devons consolider notre force, nous devons assurer notre autorité de l'État pour finalement venir à bout de cette situation comme le chef de l'État est en train de le faire. Mais le plus important ici, c'est de noter que nous apportons notre soutien. Le peuple congolais se mobilise, apportant sa soutien derrière le FARDC et bien entendu le commandant suprême des forces armées, le président de la République, justement pour finir cette situation. Bien entendu aussi bouter dehors, mettre hors d'état de nuire ceux qui se cachent encore derrière avec des agendas pour déstabiliser notre pays. Alors, quel impact de la RDC s'agissant de la sécurité, de la démocratie, en ce qui concerne l'investiture du président de la RDC? Quel est l'impact que la RDC pouvait gagner sur le plan sécuritaire? Ah, vous avez dit du président des États-Unis. Exactement. Non, mais d'abord, les États-Unis sont un partenaire important et traditionnel pour la RDC. Nous ne sommes pas un pays dépendant. Nous sommes un pays souverain. Et le monde étant devenu un petit village, il y a toujours une sorte de collaboration en termes de projets de développement, de partenariats sécuritaires se font également, les partenariats économiques, donc c'est ça. En termes de relations multilatérales, en termes de collaboration dans les cadres diplomatiques, nous sommes appelés à nous étendre et à ouvrir nos portes avec ceux qui sont disponibles à aller avec nous dans ce sens-là. C'est la seule chose que je puisse retenir dans le cadre de cette collaboration, même encore d'un partenariat sécuritaire, militaire, économique et j'en passe, qui nous mettrait par exemple aux côtés des États-Unis ou qui nous maintiendrait aux côtés des États-Unis. Donc je pense que c'est ce qui justifie encore une fois notre présence, la présence du président de la République à distance ou physiquement dans l'investiture du président Donald Trump. C'est juste pour marquer l'effet d'une relation multilatérale, bilatérale, disais-je, par rapport aux liens qui nous lient depuis toujours. Nous sommes partenaires, c'est notre partenaire traditionnel, à l'instar d'autres, notamment le pays de l'Union européenne, aussi bien entendu nos différents voisins africains et tout le reste du monde. Monsieur Cédric, je fais un petit pas en arrière. Nous avons parlé de l'insécurité à l'est de la République. Vous avez, au début, vous avez félicité le ministre de la Justice par sa manière de faire, savoir-faire en ce qui concerne la justice. Mais parlons un peu du système Kuluna. Oui, certes, il est en train de se battre dans ce secteur-là. Mais vous ne trouvez pas que le secteur Kuluna est en train de prendre plus d'ampleur? Parce que récemment, libéré des prisonniers, il y a toujours des dégâts. Mais que faut-il aussi en République démocratique du Congo? Quelles sont les stratégies pour mettre fin à ce système? Parce qu'il y a plusieurs dégâts dans ce secteur. Je vais parler aussi bien de Kuluna que de ceux qui se vertuent à poser les actes de haute trahison, notamment les Nanga, les Kabila et tous ceux qui sont cités dans ces complots contre le pays. Et pour commencer, je voudrais saluer la démarche du ministre de la Justice, celle notamment consistant à la vente publique de biens de Corneille Nangaa après le procès ou même encore le verdict de la justice par rapport à sa haute trahison. Je pense que nous avons déjà dans ce pays levé le moratoire sur la peine de mort. Aussi longtemps que ça ne sera pas mis en exécution, les gens croiront que c'est une farce. La justice congolaise prévoit effectivement la peine de mort. Pour tous ceux qui posent les actes repris par la loi comme répréhensibles de cette manière-là, ils sont passibles effectivement à cette sentence-là. Les Kuluna, avant d'en parler, je voulais jeter les fleurs au ministre de l'Intérieur avec son opération Ndobo, qui effectivement est en train de ramasser ces brigands qui rendent la vie très difficile aux paisibles citoyens. Il faudrait bien sûr que la justice continue à les mettre ensemble avec tous ces traîtres de la République et effectivement appliquer cette disposition légale qui parle de la peine des morts. La meilleure manière et la pédagogie que l'on donnera pour mettre fin, évidemment, à ces fléaux, puisque c'est devenu un fléau, c'est effectivement d'appliquer cette disposition légale qui consacre la peine de mort. Nous avons des cas, évidemment, il faudrait que nous puissions arrêter tout de suite cette campagne de diabolisation d'une opposition à perte de pédale, tendant à faire croire que tous ces Kuluna qui ont été arrêtés ont été abattus. C'est faux. Aucun Kuluna n'a été abattu
ils ont été acheminés dans les différentes prisons, mais le peuple congolais demande même évidemment qu'on puisse les abattre au regard de la peine de mort qui est légale. Ça, c'est la justice qui doit, la justice, on dit dur à l'ex, c'est de l'ex. C'est une disposition légale qui doit être appliquée. La meilleure manière de combattre la trahison et de combattre les actes de ces brigands, c'est d'appliquer cette disposition. Mais nous pensons que la justice, par rapport à ce travail, est en train de procéder de la manière prévue par la loi, jusqu'à ce que chacun puisse répondre de son acte et avoir la sentence qu'il le mérite. Nous n'avons aucune influence à donner, mais nous jetons toujours des fleurs à tout ce qui est fait dans les bons sens, à tout ce qui est fait proprement. Comme je venais ici de le dire, le peuple congolais est fier de voir le travail qu'est en train de faire un jeune ministre, Constant Moutamba, qui est en train de déjouer les pronostics des défaitistes, évidemment, dans ces secteurs-là, et qui est en train de remettre quand même le train sur les rails en réorganisant les secteurs de la justice. Alors, nous avons passé en revue quelques sujets d'actualité. Alors, regardez un peu la caméra, nous sommes au début de l'année 2025. Quel est votre souhait pour le peuple congolais? Et ce sera aussi votre, en quelque sorte, un dernier mot, à moins que vous voulez évoquer quelque chose que nous n'avons pas abordé ici. Je crois que nous avons abordé toutes les questions. Le mot que j'ai à passer au peuple congolais, dont la jeunesse constitue la majorité à plus de 60%, c'est un appel à la sérénité. Il faudrait bien sûr que la jeunesse sache que l'avenir est son incarnation. L'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Si la jeunesse se laisse emporter, se laisse manipuler, se laisse distraire par les discours d'une opposition en déphasage avec la réalité du pays, c'est juste que nous sommes en train de jeter en pâture notre avenir, puisque d'abord cette opposition a son avenir derrière elle. Alors si nous regardons les actes posés aujourd'hui par cette opposition, nous n'avons pas un pays demain. Voilà pourquoi moi, j'appelle la jeunesse à se mobiliser derrière les institutions qui sont légitimes. Ces institutions sont issues de la population. Elles méritent un soutien. Le peuple congolais doit savoir que le serment dont nous parlons chaque matin lorsque nous nous réveillons, ce serment des libertés, c'est d'avoir un État solide. Nous sommes un pays qui constitue la convoitise de tout le monde entier est en train de nous envier, de convoiter nos richesses. La plus importante des choses, c'est d'avoir des lois qui nous protègent. Et cette constitution en vigueur a montré ses limites, elle ne nous protège pas. Face à la convoitise internationale, face à l'agression dont nous sommes victimes, face au comportement de certains politiciens avec une volupté acquisitive qui ne sait plus être qualifiée. Voilà pourquoi nous demandons à la population, nous demandons à la jeunesse de s'approprier cet enjeu de la réforme constitutionnelle. Il faudrait bien sûr que tous nous nous levions pour parler, pour demander le changement de la Constitution. Il s'agit de notre avenir. Si nous changeons cette Constitution, nous saurons léguer à notre postérité un serment de liberté. Nous saurons vivre en toute égalité avec les autres, puisque déjà c'est une Constitution qui est en train de mettre à découvert une bonne proportion de la population au profit d'une infime minorité par rapport à une certaine classe sociale, à une catégorisation de la population, alors que cette même Constitution prohibe l'injustice. Voilà pourquoi nous devons l'écarter, nous devons apporter une réforme équitable, une réforme équilibrée pour que nous vivions tous de manière égale dans notre propre pays. Ça appelle à un soutien au président de la République, ça appelle à un soutien au gouvernement, ça appelle à un soutien à toutes les institutions qui sont engagées à œuvrer pour le bien du Congo. Mais bien entendu, que nous puissions rester vigilants et que nous soyons sereins de manière à ne pas être désorientés par l'opposition et par tous les ennemis de la République. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'opinion, votre émission a reçu M. Cédric Moudatou, qui porte-parole de AVC, parti cher au ministre des Sports, M. Didier Boudimbo. Autre vision du Congo. Alors, restez branchés. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.